Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc avant de commencer, je voulais d'abord vous remercier d'être là et puis remercier Grégory Nino pour l'invitation à venir parler aujourd'hui. Alors j'ai un peu changé le titre puisque ça n'a pas être je n'ai pas parlé de neurostimulation mais de neuromodulation. Pourquoi changer ce titre? Parce que la neuromodulation porte sur des techniques qui permettent à la fois de stimuler ou d'inhiber le cerveau. Et vous allez voir quand je vais vous présenter les données que nous ne pouvons, dans un certain nombre de cas, ce n'est pas de la neurostimulation que l'on fait, mais de la neuromodulation, puisqu'on inhibe l'activité cérébrale. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ces techniques? Ce sont toutes les techniques dans lesquelles vous allez activer ou inhiber les réseaux neuronaux du cerveau par soit en envoyant de l'électricité, soit par l'activation d'ondes électromagnétiques, etc. Alors, il y a deux types de neuromodulation. Il y a la neuromodulation invasive, dont je ne parlerai pas ici, la stimulation cérébrale profonde, la stimulation du nerf vague, les ECT, les électroconvulsivothérapies. Donc ça ne fera pas l'objet du topo d'aujourd'hui. Et puis il y a les stimulations non invasibles, la thérapie, les stimulations magnétiques transcraniales et les stimulations, la TDCS, Transcranial Direct Current Stimulation. Donc avant de parler de l'intérêt que ça peut avoir dans les troubles de l'humeur, que sont ces techniques? Alors d'abord la RTMS, ou Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, c'est un outil qui est maintenant largement évalué depuis le début des années 80 qu'on l'utilise, qui est une technologie non invasive, peu d'effets secondaires. Si vous respectez bien les critères d'inclusion et non-inclusion, c'est-à-dire en gros le seul critère de non-inclusion, ce sont des crises d'épilepsie, le fait d'avoir des antécédents de crise d'épilepsie, puisque on va potentiellement activer les réseaux neuronaux. Mais si vous respectez bien ces critères, il n'y a absolument aucun effet secondaire, sinon parfois des petits maux de tête. Je peux vous dire, pour avoir participé à des protocoles en tant que témoin, que c'est très bien toléré. Et le principe, c'est d'induire une onde électromagnétique, je vais vous montrer juste après comment ça fonctionne, d'envoyer une onde électromagnétique au niveau du cortex qui va modifier l'activité neuronale avec une modulation en fonction de la fréquence que l'on va proposer. On va pouvoir soit stimuler l'activité neuronale lorsque l'on envoie des fréquences grosso modo supérieures à 1 Hz, ou inhiber l'activité neuronale lorsque l'on envoie des fréquences inférieures à 1 Hz. Alors concrètement, comment ça se passe? Vous avez donc une bobine avec laquelle vous allez cibler une zone du cerveau, la zone du cerveau qui vous intéresse. Cette bobine va donc envoyer des ondes électromagnétiques à une fréquence que vous allez déterminer, qui va activer ou inhiber le réseau neuronal sous-jacent. Ça va passer ces ondes électromagnétiques vont traverser le crâne à peu près à la hauteur, si on prend les bobines classiques, autour de 2-3 cm. Donc c'est vraiment de la stimulation périphérique, puisqu'on peut toucher le cortex. On ne peut pas atteindre avec ce type de stimulation des zones beaucoup plus profondes. Et cette activation va modifier l'activité du neurone, et l'idée étant qu'en modifiant l'activité électrique de ce neurone, vous allez modifier notamment l'activité des réseaux neuronaux. Alors on parle de RTMS, puisqu'on n'envoie pas une seule stimulation, mais des stimulations répétées, c'est-à-dire un nombre important de stimulations. Deuxième technique dont je vais vous parler, c'est la TDCS, Transcranial Direct Current Stimulation, qui est extrêmement simple, qui pour le moment va être amené à se développer, qui pour le moment est encore du registre de l'expérimentation, mais va être amené à se développer notamment du fait de sa simplicité. Alors en pratique, vous avez une petite machine qui va envoyer du courant entre 1 et 2 mA, du courant électrique, entre une anode et une cathode. L'anode va globalement stimuler l'activité neuronale, la cathode va plutôt inhiber. Et donc, en fonction de la façon dont vous le placez, vous allez activer ou inhiber les réseaux neuronaux sous-jacents. Alors, c'est quelque chose qui va se développer. Pourquoi? Parce que outre le fait que ce soit extrêmement simple, c'est une technique, et
et non invasive avec peu d'effets secondaires. C'est une technique qui est, j'y reviendrai tout à l'heure, qui a pour effet qui est pro-cognitive. Et c'est déjà largement utilisé. Alors ça, c'était un article du Monde, hein, le dopage cérébral est en marche. C'était un article qui est paru dans le Monde en 2013, qui expliquait comment, dans des universités américaines, des étudiants, pour améliorer leur performance lors d'examens, utilisaient ces techniques pour améliorer leur mémoire de travail, leur concentration, etc. Et en dessous, c'est une publicité donc, américaine pour un type de TDCS qui est proposé à des gamers, c'est-à-dire des joueurs de jeux vidéo, puisque ce type de stimulation permet d'avoir des réflexes plus rapides. Donc, vous voyez, on a comme ça des détournements. Ça pose question parce que c'est pas anodin. Ce sont des techniques qui peuvent avoir des effets secondaires quand elles sont mal faites. Je vous parlais tout à l'heure des crises d'épilepsie, par exemple, dans la RTMS. Donc, en tout cas, il y a probablement un abus, des abus qui se dessinent autour de ces techniques qui font qu'il va falloir les évaluer de plus en plus et essayer de déterminer un peu où on met les critères et quelles sont les indications. Alors, pourquoi parler de neuromodulation dans les troubles de l'humeur? Quel intérêt ça peut avoir? Premier intérêt, dont je ne parlerai pas ici parce que ce n'est pas le sujet, c'est d'essayer de mieux comprendre la physiopathologie des troubles de l'humeur. Conceptuellement, vous pouvez, avec ces techniques, cibler des zones particulières du cerveau, alors des zones périphériques, corticales, et avec ces zones, vous pouvez les inhiber ou les stimuler, et vous pouvez essayer d'évaluer, chez les sujets sains, ça a été fait dans des centaines de publications, mais aussi dans le cadre de la physiopathologie, d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça va changer globalement si vous activez ou inhibez cette zone du cerveau et quelle pourrait être l'implication de cette zone cérébrale sur telle ou telle psychopathologie ou tel trouble. Donc ça peut nous permettre, ça continue, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, ça nous permet de mieux comprendre les troubles de l'humeur. Et puis le deuxième intérêt, celui dont je vais parler ici, c'est l'approche thérapeutique potentielle, sachant que, vous le savez, la dépression est une maladie fréquente, qu'en pratique clinique, on a beaucoup d'améliorations, mais finalement pas tant que ça de rémission. On est autour d'un tiers de rémission complète. C'est des chiffres qui datent de 2008, mais qui n'ont pas beaucoup changé depuis. Et que vous avez un tiers des patients qui vont ne pas répondre, en tout cas aux techniques médicamenteuses, ce qui suggère l'intérêt de développer des prises en charge complémentaires, alternatives, comme la psychothérapie, mais aussi potentiellement comme ces thérapies de neuromodulation. Alors, qu'en est-il dans l'utilisation de ces techniques dans les troubles de l'humeur? D'abord, on va commencer par la RTMS. Alors, je m'aperçois que je n'ai pas traduit la diapo, mais finalement, ce n'est pas très gênant. Donc, au départ, la RTMS a été utilisée dans la dépression sur le cortex préfrontal dorsolatéral. Vous allez voir que tout ce que je vous présente porte sur des stimulations de cette zone du cerveau pour deux raisons. Une première qui est scientifique, c'est que globalement, il y a de nombreuses hypothèses qui suggèrent et de nombreuses données qui suggèrent que globalement, vous avez une hyperactivation d'un hémisphère du cerveau et du cortex préfrontal dorsolatéral et une inhibition de l'autre côté. Donc, très logiquement, on s'est dit, on va essayer d'inhiber la zone corticale qui est hyperstimulée avec l'envoi de basse fréquence ou alors d'activer de l'autre côté. Le deuxième rationnel qui pour le coup est beaucoup moins scientifique, c'est que c'est une zone assez facile à repérer, une zone assez facile à atteindre et donc c'est vrai que c'était une zone qu'on pouvait facilement atteindre dès les premières études de RTMS, même avec des bobines qui étaient beaucoup moins sophistiquées que celles qu'on a actuellement. Alors, qu'est-ce que ça donne globalement? Là, simplement, je vous ai pris quelques méta-analyses pour regarder. Alors, en aigu d'abord. Ça, c'est la stimulation à haute fréquence. Stimulation à haute fréquence à gauche, donc cortex préfrontal dorsolatéral gauche. Là, vous voyez, on a commencé à avoir donc en aigu. On commence à avoir un certain nombre d'études. Elle date de 2013. Depuis, il y a de nouvelles études. On commence à avoir un nombre d'études assez conséquent. Méta-analyse bien faite. Je ne vais pas revenir sur les détails, mais là, je vous ai choisi une méta-analyse dans laquelle les études incluent, enfin, pas de problème méthodologique
sur la façon dont ont été inclus les études. Et alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce genre de diagramme, mais donc là, vous avez les différentes études avec les résultats, et là, vous avez le résultat global. De ce côté-là, quand on ne croise pas cette ligne, c'est qu'on est en faveur de la stimulation, c'est-à-dire que la stimulation est plus efficace que le placebo. Ça aurait été de ce côté-là, ça aurait été le contraire. Donc des résultats, en tout cas en aigu, avec une stimulation à haute fréquence du cortex préfrontal dorsolatéral gauche, qui suggère une efficacité de la RTMS versus placebo. Quelques études moins fréquentes, mais quelques études avec la stimulation à basse fréquence de l'autre côté, avec finalement le même rationnel. Hein. D'un côté, soit vous allez inhiber le cerveau qui est l'hémisphère qui est hyperactif, soit vous allez stimuler l'hémisphère qui est hypoactif. Et donc là, on inhibe et vous avez à peu près les mêmes résultats, avec des données moins d'études, mais des résultats qui vont dans le même sens. Donc des données qui suggèrent que, en tout cas en aigu, versus placebo, la stimulation magnétique transcrânienne sur le cortex préfrontal dorsolatéral semble avoir un effet antidépressif. Alors, la question, c'est est-ce que ça dure? Parce que, ok, on va avoir un effet en aigu, mais est-ce que finalement, ça va se maintenir dans le temps? Une vraie question. Alors, je dois vous dire qu'on a assez peu de données. Les seules données qu'on a sont des données à court terme. Ça, c'est également une méta-analyse qui vient de sortir sur des données à court terme. Alors, qu'est-ce qu'on appelle court terme? Là, c'était des études où on évaluait donc des patients, on évaluait chez des patients qui étaient répondeurs le maintien entre 3 et 6 semaines en fonction des études. Donc, on est vraiment sur du court terme. Globalement, sur du court terme, les données ont l'air de suggérer que l'activité antidépressive se maintient. Maintenant, on doit dire que nous n'avons aucune donnée à long terme. Il est absolument impossible à l'heure actuelle de dire si cette stimulation, cet effet antidépresseur qu'on peut avoir sur des effets à court terme va se maintenir à 6 mois, à 1 an. On n'a absolument pas de données pour le dire. Quelque chose qui est probablement plus intéressant, parce que la RTMS, ça ne va certainement pas devenir le traitement de première ligne, et ce n'est certainement pas un traitement de première ligne. Et c'est plutôt actuellement la façon dont on le conceptualise comme un traitement de deuxième, voire de troisième ligne, chez des patients résistants. Et donc là, dans cette méta-analyse, il y a donc un paquet d'études qui ont essayé d'évaluer si chez des patients pour lequel il y avait une dépression résistante, définie par l'échec d'au moins 2 antidépresseurs bien conduits, bien pris, etc. L'adjonction d'un traitement antidépresseur, d'un programme de RTMS au traitement antidépresseur pouvait avoir un intérêt. Et là, globalement, des données qui suggèrent que c'est un traitement, ce qu'on appelle un traitement d'add-on, qui pourrait avoir un effet. Et conceptuellement, ce qu'on peut imaginer, c'est que ça a un effet booster par rapport à ce que je disais sur le maintien à long terme, ça pourrait avoir un effet booster, et après, les antidépresseurs et le travail psychothérapique prennent le relais sur le maintien de la réponse. Donc finalement, qu'est-ce qu'on sait actuellement de l'utilisation de la RTMS dans la dépression? Que nous disent les guidelines? Donc il y a des guidelines qui sont sortis l'année dernière, donc recommandations internationales. On estime qu'il y a un effet, enfin, ce qui est suggéré par les guidelines, c'est qu'il y a un effet antidépresseur de la stimulation à haute fréquence sur le cortex préfrontal dorsolatéral gauche avec un grade A. Un grade B pour l'utilisation de la RTMS à basse fréquence à droite. Pour le reste, on ne peut rien dire. Vous remarquerez que je ne vous ai parlé que de... Enfin, je n'ai peut-être pas précisé d'ailleurs, non. Je ne vous parle que de troubles unipolaires, que d'épisodes dépressifs majeurs, puisque pour le moment, il n'y a pas d'études, en tout cas pas d'études correctes à mon sens, d'une validité correcte permettant d'évaluer si ça peut avoir un intérêt dans le cadre de la dépression bipolaire. Et puis l'autre intérêt, c'est que probablement, et c'est à mon avis comme ça, même si pour le moment c'est du grade B, c'est comme ça que les choses s'orientent et c'est comme ça qu'il faudra le conceptualiser, ça pourrait avoir l'intérêt dans les dépressions résistantes en add-on d'une autre prise en charge. Alors il y a quand même beaucoup de limites, outre celles que je vous ai dit sur le maintien de la réponse, c'est que comme vous l'avez vu, c'est probablement quelque chose qui, comme je vous le disais, c'est probablement quelque chose qui va s'associer, qui devrait être proposé dans le cadre de dépression résistante. Et alors, la dépression, ça, vous le savez, c'est bien le sujet de ce congrès, ça se traite par des médicaments, mais ça se traite aussi par des psychothérapies. Et pour le moment, aucun essai, à ma connaissance, n'a évalué si ce type de prise en charge pouvait avoir
5 minutes, je suis presque fini. Ce type de prise en charge peut avoir un intérêt en add-on d'une psychothérapie, et c'est une vraie issue actuellement. De la même façon, on ne sait pas, et je vous le disais, 30% des gens ont des symptômes résiduels, et on ne sait pas si ça pourrait en avoir un effet sur les symptômes résiduels. Deuxième problème, c'est le problème du sham, ça je vais passer. Troisième chose, c'est que là je vous ai parlé que du cortex préfrontal dorsolatéral, mais il y a beaucoup d'autres régions qui sont impliquées dans la neurologie de la dépression. Là, il y a une espèce d'effet lampadaire, c'est-à-dire que tout le monde va à cet endroit-là parce que les premières études sont là, mais probablement il y a des études, des zones beaucoup plus intéressantes, il y a des zones, des cibles plus intéressantes, et les choses vont se développer, et il y a de plus en plus de papiers qui vont sortir sur des zones, des cibles alternatives. Deuxième point rapidement sur la TDCS. Alors là, on n'a pas grand-chose, on est vraiment dans le cadre de la recherche. Simplement pour vous dire qu'il semblerait que là aussi, en stimulant le cortex préfrontal dorsolatéral, on ait un effet de la TDCS, même si pour le moment, vous voyez, l'effet est très modéré et nécessite plus d'études. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est bien toléré. Ça, c'est une échelle sur la tolérance, et que la tolérance de cette technique est bonne. L'intérêt, probablement, de la TDCS, par sa simplicité, c'est quelque chose qui va se développer. L'intérêt, c'est que ça a une action neuropsychologique, ça a une action sur des fonctions neuropsychologiques très impliquées dans la dépression. Alors là, je vous en ai mis deux. La prise de décision, le fait de faire des stimulations de certaines zones du préfrontal par TDCS améliore vos capacités de prise de décision. Là, c'est juste un exemple. Vous voyez des gens qui font des choix en fonction de comment on stimule, peu importe. Vous voyez qu'en tout cas, un type de stimulation va permettre de faire des choix globalement différents, on pourrait qualifier plus avantageux qu'une stimulation sham. Ça améliore également la mémoire de travail. Et probablement, c'est là où c'est le plus intéressant. Moi, je travaille beaucoup dans les troubles des conduites alimentaires. On a des programmes de TDCS qui vont commencer là, dans l'anorexie. Là où je pense que c'est le plus intéressant, la TDCS, c'est justement du fait de cette action sur ces fonctions cognitives. C'est un booster de psychothérapie, et notamment de thérapie de remédiation cognitive. Et une étude qui va dans ce sens, c'est une étude là, récente qui suggère que si vous rajoutez un programme de TDCS, un programme de psychothérapie. Alors, c'est pas vraiment de la remédiation cognitive, mais c'est un programme d'entraînement psychothérapique. Vous améliorez l'effet de l'efficacité de la technique. Donc, probablement, c'est des choses qui pourraient se développer. Vu la simplicité de cette technique et vu le peu d'invasivité, c'est probablement des choses qui vont se développer. Voilà, donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que actuellement, vous avez deux techniques de stimulation, de neuromodulation non invasive, bien tolérées. La RTMS, pour lequel il y a des données dans la dépression, qui a une autorisation d'utilisation dans la dépression dans différents pays, qui ne l'a pas en France, même si elle est très utilisée, ça pose un certain nombre de soucis, mais il y a pas mal de choses qui restent à creuser. Pour ce qui est de la TDCS, ça pourrait avoir un intérêt, mais enfin ça nécessite encore, c'est vraiment encore du registre de la recherche. Voilà, je passerai là-dessus. Je vous remercie de votre attention.